Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vertigineux, la conscience. Et pour nous guider, on a un livre majeur, La conscience expliquée, de Daniel Dennett, paru en 91. Oui, un ouvrage audacieux, faut le dire. Carrément. Dennett, il essaie de démystifier ce phénomène qui laisse perplexe même les plus grands penseurs. Il affronte direct la peur que, expliquer la conscience, ça lui enlève sa valeur, son mystère. Exactement. Son but, c'est d'expliquer la conscience qu'on ressent de l'intérieur, sans faire appel à des trucs mystérieux immatériels. Une approche matérialiste, donc. Voilà. Tout expliqué dans le cadre de la science ordinaire. Mais il sait bien que ça coince pour beaucoup. On a peur de perdre, je sais pas, l'amour, le sens moral, la richesse de l'expérience, quoi. Alors, comment il s'y prend? Un point clé, c'est son rejet de ce qu'il appelle le théâtre cartésien. Ah oui! Cette idée assez intuitive qu'il y aurait un endroit central dans le cerveau où tout se rassemble, où l'expérience consciente se passe pour un observateur intérieur. C'est ça. Et Dennett dit que cette idée, même dans une version moderne, genre un centre cérébral spécifique, c'est une impasse, un héritage de Descartes en fait. D'accord. Et il propose quoi à la place? Alors, il propose le modèle des versions multiples. L'idée, en gros, c'est qu'il n'y a pas une version finale, unique, de la réalité présentée à la conscience à un instant T. Attends, comment ça? Le cerveau traite l'info via plein de canaux en parallèle. Ça produit différentes ébauches, différentes versions narratives qui sont tout le temps éditées. D'accord. Et certaines de ces versions influencent le comportement, la mémoire, mais sans jamais passer par une scène centrale unique. Il n'y a pas de moment précis où une info devient consciente. Ah ouais, c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Cette impression qu'on a d'un maintenant unifié où tout arrive en même temps. Selon lui, c'est une sorte d'illusion reconstruite. Pas de ligne d'arrivée unique pour l'info. C'est assez déstabilisant comme idée. Mais alors, s'il n'y a pas de centre, comment on fait pour étudier l'expérience subjective? Ce truc si privé, si personnel. Alors là, il a une proposition méthodologique. L'hétérophénoménologie. L'hétérophénoménologie? Oui. En gros, l'idée, c'est de prendre très au sérieux ce que les gens disent de leurs expériences. On collecte leurs rapports subjectifs, ce qu'ils racontent sur ce qu'ils sentent, imaginent, etc. D'accord. Et on traite ça comme des données, un peu comme un critique analyserait un roman. On construit le monde tel qu'il apparaît à la personne, d'après ce qu'elle dit. Donc on décrit le monde vécu par la personne, mais sans se prononcer sur si c'est réellement comme ça à l'intérieur. Exactement. On reste neutre sur la réalité intrinsèque de ces états. Ça permet d'étudier objectivement les croyances rapportées sur la conscience. Mais du coup, ça pose une question un peu troublante, non? Si on se fie qu'aux rapports externes, Oui. comment on distingue une personne consciente d'un zombie philosophique parfait? Un être qui agirait et parlerait comme nous, mais sans rien ressentir à l'intérieur. Mais Dennett assume complètement, sa méthode ne peut pas faire cette distinction. Pour lui, c'est peut-être même une fausse question, basée sur une intuition erronée de ce qu'est la conscience. Fascinant. Et un peu vertigineux, je dois dire. Il va plus loin, il explore comment cette conscience, cette machine à raconter des histoires, pourrait émerger. Il parle d'une machine joycienne. Oui, en référence au flux de conscience chez James Joyce. L'idée, c'est que notre cerveau, qui est massivement parallèle, Oui. apprendrait en quelque sorte à simuler une machine sérielle, comme un vieil ordinateur qui fait une chose après l'autre. Et cette simulation, elle viendrait d'où? Pas de naissance? Non, pas innée. Elle serait installée par des logiciels culturels. Et là, il introduit les mêmes. Ah, les mêmes. Le concept de Dawkins. C'est ça. Des unités d'information culturelle, idées, modes, mélodies, qui se répliquent de cerveau en cerveau. Pour Dennett, le langage, c'est un ensemble de mèmes hyper puissants. Qui structure notre pensée. Voilà, qui nous permet de nous parler à nous-mêmes, de planifier, de créer cette narration interne. Donc, notre conscience humaine serait fortement façonnée par cette infection mémétique qui installe une machine virtuelle sur notre hardware neuronal. Donc la culture, le langage, ce ne seraient pas juste des outils pour la conscience, mais des éléments qui la construisent. En grande partie, oui. Ça change la perspective, c'est sûr. Clairement. Mais, et le truc le plus difficile peut-être, les fameux qualia. Ah, le voilà le hard problème. L'effet que ça fait de voir du rouge, de sentir une douleur, la qualité subjective brute de l'expérience. C'est souvent là que les théories matérialistes calent, non? C'est le défi classique. Et Dennett, là-dessus, il est très sceptique, très critique. C'est-à-dire? Il remet en question l'idée même que les qualia soient des propriétés intrinsèques, privées, inexprimables, qu'on connaîtrait directement. Il nie qu'on ressente quelque chose? Non, pas qu'on ressente, mais il pense que ce qu'on appelle qualia, ça correspond en fait à des ensembles très complexes
de dispositions acquises, de jugements. Donne un exemple. Il prend souvent celui du goût de la pierre. L'effet que ça fait, ce n'est pas une propriété stable, isolée. Ça change avec l'habitude, les préférences. C'est un goût qui s'acquiert. D'accord, je vois l'idée pour le goût. Il utilise aussi des expériences de pensée, comme Marie, la spécialiste des couleurs, ou l'inversion du spectre, pour montrer que nos intuitions sur ces qualia purs sont peut-être moins solides qu'on le croit. Ok, donc il essaye de déconstruire l'idée même de qualia comme entité mystérieuse. Ça mène logiquement à sa vision du moi, j'imagine. Si tout est processus et narration... Tout à fait. Si la conscience est ce flux de versions multiples, cette narration façonnée par les mêmes, alors le moi, cet être intérieur qui semble vivre tout ça, Oui, ce serait aussi une construction. Dennett utilise une image parlante, le centre de gravité narratif. centre de gravité narratif. Oui, comme un centre de gravité en physique. C'est une abstraction super utile, mais ce n'est pas un objet matériel distinct. Le moi, ce serait pareil, une abstraction théorique utile, le point focal des histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. C'est pas une chose dans le cerveau. C'est le produit de l'activité narrative du cerveau, en gros. Exactement. Et façonné socialement, culturellement. Bon, alors pour résumer, si on essaye, la conscience expliquée nous propose une vision où la conscience, ce n'est pas une âme, pas un théâtre central dans la tête, Non. mais c'est plutôt un ensemble hyper complexe de processus, computationnels, narratifs, très influencés par la culture, le langage, et tout ça tourne sur le matériel, parallèle de notre cerveau. C'est une démystification assez radicale. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une perspective qui bouscule vraiment nos intuitions les plus profondes sur qui nous sommes. Et ça soulève une question, fondamentale, je trouve. Laquelle ? Si la conscience, l'expérience subjective, peut être expliquée par des mécanismes fonctionnels, évolutifs, comme le propose Dennett, quelle place reste-t-il pour la valeur immense qu'on accorde à cette subjectivité ? Est-ce que comprendre le mécanisme, est-ce que ça change le sens de ce qu'on vit ? Ah oui, bonne question pour terminer. Est-ce que l'explication scientifique change la signification de nos expériences ? Voilà une piste de réflexion à explorer.